Je vais laisser la parole aux deux intervenantes, remercier Auvergne-Estive et le GDS 15 de leur travail. Et puis, j'espère qu'il y aura beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de ces problématiques sanitaires collectives en alpage. Merci. Merci Hervé. Du coup, je me présente Delphine Giraud. Je travaille au GDS du Cantal depuis 14 ans. On nous a demandé, Auvergne-Estive a demandé à la FRGDS Aura d'intervenir sur le sujet des risques sanitaires liés au pastoralisme. Donc, on a répondu favorablement, raison pour laquelle on est face à vous aujourd'hui. Et plus précisément, on nous a demandé d'intervenir sur 3 questions principales. Donc, quels sont les risques sanitaires induits par les mélanges d'animaux lors du pastoralisme et par les changements de milieu? Quelles mesures concrètes mettre en œuvre pour sécuriser la pratique de la transhumance? Et quelle organisation mettre en place donc collectivement pour tenter d'améliorer les pratiques? Pour y répondre, on a souhaité en préambule vous diffuser une vidéo qui a été créée par GDS France. Donc il s'agit d'un témoignage d'éleveurs du Cantal qui sont utilisateurs d'estives collectives et qui témoignent sur les mesures qu'ils ont pu mettre en place dans le cadre de la biosécurité. Donc on va vous le passer en préambule puisque la gestion des risques sanitaires revient à mettre en place donc toutes ces mesures de biosécurité. Donc on va vous présenter ça, c'est pas long, il y en a pour 3 minutes. Martin Denis, j'habite à Frissinoux de l'Orsière. Je suis actuellement en GAEC avec ma femme et mon frère. On exploite 110 hectares. On produit 410 000 litres de lait. À côté, on a 25 vaches allaitantes. Et en plus, on a une estive collective qui nous aide super bien, parce qu'on estive une 50aine de bovins à peu près. L'estive compte 13 adhérents aujourd'hui. Il y a 500 animaux qui montent, toutes catégories d'âge. Il y a un troupeau, vaches allaitantes, des génisses, des vaches gestantes et des petites moins de 2 ans. Alors la biosécurité représente tous les moyens qu'on peut mettre en place au niveau d'une exploitation, individuellement ou collectivement, afin d'améliorer un système. Sur l'exploitation, par exemple, on peut noter la construction d'une nurserie pour les veaux, pour limiter tout ce qui est infectieux, les nombrils, les diarrhées, tout ça. Et le but, c'est d'avoir des résultats, et bien évidemment, positifs. Et bien sur notre exploitation qui est liée avec l'estive, on est obligé de faire des recherches parce qu'on mélange des animaux, tout le monde est différent, tout le monde n'a pas le même statut sanitaire chez soi. Alors, et au niveau de l'estive, il faut qu'une réglementation soit mise en place. Alors au niveau de l'estive, il y a tout ce qui est prophylaxie, qui suit aussi un règlement intérieur avec des obligations. Et cette année, il y a eu aussi la recherche de la besnotiose. Donc, c'est des recherches que l'on a fait individuellement. Donc, on a une image de notre exploitation et donc, par conséquent, une image de l'estive. Et ça permet d'être rassuré au niveau de ce sujet-là, quoi. Le point important au niveau des estives, ce que je trouve, c'est tout ce qui est relationnel. Donc, c'est des sujets qui sont abordés et qui sont apportés par le GDS. Et ensuite, en réunion, ensemble, les éleveurs en discutent et pour aboutir à une décision qui doit être respectée. Le BVD, par exemple, qui fait des dégâts quand même assez importants. Nous, on l'a connu en 2006, si je ne m'abuse. Donc, oui, ça a été quelque chose d'important de mis en place. Alors tout simplement, c'est qu'à la descente de l'estive, aucun problème n'a été relevé, donc les mesures mises en place ont été efficaces. Donc du coup, c'était essentiellement une vidéo d'introduction qui apporte déjà un certain nombre de réponses aux questions qu'on s'est posées par rapport à cette problématique.
Donc pour reprendre un petit peu, qui dit pastoralisme dit mélange d'animaux. Mélange d'animaux, c'est quand au moins 2 animaux issus de 2 troupeaux différents se mélangent en vue de pâturer ensemble sur une ou plusieurs parcelles. Dit également changement de milieu. Par définition, donc le pastoralisme, c'est un mode d'exploitation agricole qui est fondé sur l'élevage en pâturage naturel. C'est quelque chose qui est présent dans un certain nombre de régions françaises, mais qui n'est pas une problématique nationale. Pour autant, ça reste une problématique sanitaire essentielle. Donc, comme je vous ai dit, pastoralisme veut dire mélange d'animaux. Mélange d'animaux issus de plusieurs cheptels qui peuvent avoir des situations sanitaires différentes et donc créer des problèmes sanitaires en utilisant ces pâturages collectifs. Par pastoralisme, on entend tout ce qui est estive, pension, tout ce qui est copropriété d'animaux avec des animaux qui passent entre plusieurs cheptels comme les taureaux ou des prêts d'animaux également. Donc avec des animaux qui transitent d'un cheptel à l'autre, notamment pour réaliser la reproduction, même si ce n'est qu'un exemple. Donc du coup, pour répondre à la première question, quels sont les risques sanitaires induits par les mélanges d'animaux ou par les changements de milieu ? Les risques sanitaires peuvent résider dans plusieurs aspects. On a la possibilité de transmettre des maladies virales. Pour les bovins, on a l'IBR, la BVD, la border, qui est l'équivalent de la border disease en petits ruminants. Actualité très présente depuis 3 ans en France et puis ces 2 dernières années également dans les régions, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la FCO, la MHE qui sont des maladies vectorielles donc transmises par des insectes. Beaucoup plus récemment, avec une retombée dans l'actualité nationale, l'introduction de la DNC, donc la dermatose nodulaire contagieuse, dans la région des Savoies et dans le Rhône. Et puis, on peut aussi avoir des maladies respiratoires, par exemple. On peut également contaminer son troupeau au regard de maladies bactériennes, brucellose, qui est également une maladie transmissible à l'homme, donc qui représente un risque sanitaire important. Paratuberculose, qui n'est pas forcément une maladie réglementée, mais qui peut avoir aussi de grosses conséquences dans les cheptels. Des problèmes liés à des maladies avortives, maladies de Mortellaro, maladies des pieds notamment. Et puis tous les transferts d'agents infectieux provoquant des mammites. Et puis pour finir, on peut avoir des problèmes de maladies parasitaires, comme la besnoatiose, qui est également une maladie vectorielle transmise par l'étang et les stomox, les problèmes de parasitisme propres aux parcelles, avec les douves, les strongles, les problèmes de gale, notamment petits ruminants, tout ce qui est parcellatique, et puis plein d'autres qu'on pourrait vous citer, mais ce n'était pas le but de cette présentation. En ce qui concerne les sources d'infection, on peut avoir plusieurs sources d'infection possibles, issues de différents éléments. Les sources d'infection ou d'infestation avec d'autres animaux, soit parce qu'on mélange plusieurs espèces, bovines, petits ruminants sur du parcellaire. C'est quelque chose qui est observé des fois, mais qui n'est pas forcément à réaliser. Soit parce qu'on a des contacts entre plusieurs troupeaux, donc c'est clairement le sujet de notre discussion de ce jour, au sein de la même parcelle, avec le pâturage collectif, ou avec des mélanges avec les animaux des parcelles voisines. Donc dans ce cas-là, le but, c'est d'éviter les contacts entre les animaux de plusieurs parcelles en mettant en place, et ce n'est qu'un exemple, des doubles clôtures qui ont la conséquence et l'inconvénient de devoir être entretenues régulièrement. On peut aussi envisager la mise en place de haies. On peut aussi pratiquer ce qu'on appelle le pâturage alterné, c'est-à-dire se mettre d'accord entre éleveurs pour que les animaux des 2 cheptels ne pâturagent pas côte à côte au même moment au sein de la période de pâturage. On peut également aussi, pour limiter toutes les sources d'infection, éviter les points d'abreuvement communs. Donc là, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut voir sur les pâturages, mais qui peut être propice à la transmission des maladies ou des agents pathogènes. Ce ne sont que des exemples. On peut également avoir des maladies transmises de par les contacts avec la faune sauvage, parce que la faune sauvage peut être soit un autre réservoir, donc c'est-à-dire que les animaux de la faune sauvage sont porteurs de la maladie et ils vont pouvoir recontaminer des animaux d'élevage à leur contact. Ils peuvent être également vecteurs de maladies, quand on prend l'exemple des sangliers qui peuvent être vecteurs de tuberculose. Et puis on a aussi des animaux de la faune sauvage qui peuvent être ce qu'on appelle cul-de-sac épidémiologique, avec l'exemple des vautours qui
qui peuvent, qui en ingérant les carcasses qu'ils vont manger, finissent par détruire les agents pathogènes et ne ressortent pas ensuite après les avoir digérés. Le but, quand on fait pâturer des animaux, c'est d'essayer de limiter les contacts qui soient directs ou indirects avec la faune sauvage. Donc ça passe par l'entretien des clôtures, ça passe par des précautions au moment de la distribution des aliments, en évitant notamment de les mettre à même le sol. En travaillant sur les points d'eau, on peut travailler sur la hauteur des abreuvoirs qui peut permettre d'éviter à certains animaux de la faune sauvage de venir s'abreuver dans les mêmes abreuvoirs que les animaux pâturants. Autre source d'infection ou d'infestation, donc tout ce qui est lié aux parcelles. On peut avoir donc des problèmes de propagation de maladies ou des problèmes parasitaires quand on fait pâturer les animaux à même des cours d'eau naturels, notamment avec tous les effets de piétinement et d'eau stagnante. Et puis on peut du coup mettre en place des travaux qui permettent d'aménager des points d'eau. Donc on a l'exemple à gauche avec un aménagement d'une surface stabilisée et des points d'eau qui ont été réalisés sur le site de la Coptasa, qui est une grande estive dont on reparlera tout à l'heure et qui se situe dans le Cantal. Source d'infection également liée aux parcelles, tout ce qui est lié présent dans les parcelles et pour lequel on connaît un historique. Il faut savoir que ce n'est qu'un exemple, mais la paratuberculose est un germe très résistant en milieu extérieur. Et donc, si on y fait pâturer des animaux porteurs de ce germe d'une saison à l'autre, il peut y avoir des recontaminations d'animaux. On a aussi un historique dans des parcelles qui étaient parfois difficiles d'accès, où il n'y avait pas forcément accès à l'équarrissage, des parcelles dans lesquelles on enfouissait les cadavres qui eux-mêmes étaient morts de certains agents pathogènes, avec l'exemple de la fièvre charbonneuse qui aujourd'hui peut ressortir au gré des conditions climatiques, de travaux, etc. et recontaminer des animaux. Et puis encore un autre exemple, ce qu'on appelle des parcelles à tiques, donc des parcelles réputées comme étant particulièrement contaminées par les tiques, porteuses de maladies comme la pyroplasmose ou l'ehrlichiose. Dans les sources d'infection, d'infestation liées aux parcelles, on retrouve bien évidemment la gestion du parasitisme. Donc là, j'ai volontairement choisi d'en parler en une seule diapo, mais on peut faire 2, 3, 4 jours, 4 mois de formation sur le sujet. Le parasitisme peut être lié au changement de milieu, en mettant des bêtes en pâture sur des parcelles qui sont déjà infestées avec des parasites qu'on appelle résistants, puisque des résistances peuvent se développer à force d'utiliser certains médicaments. Et puis du parasitisme lié au mélange d'animaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui arrivent chacun avec leur situation sanitaire et parasitaire. Et donc on peut avoir également aussi, par exemple, du mélange de parasites résistants. Dans le cadre de la gestion du parasitisme, on peut bien sûr faire de la gestion chimique en traitant avec des molécules. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le traitement systématique de tous les animaux n'est pas forcément à promouvoir. On peut mettre en place ce qu'on appelle des traitements ciblés sélectifs. Et c'est des actions pour lesquelles on communique beaucoup avec les GDS auprès des éleveurs et avec les vétérinaires. Et on peut aussi faire de la gestion agronomique et donc travailler notamment avec les cycles parasitaires, travailler sur des durées d'allottement, etc., qui permettent de réduire la pression des parasites. Qui dit pâturage dit également changement de milieu, avec des conséquences d'un point de vue sanitaire, notamment il faut prêter attention à la transition alimentaire, donc le passage des animaux des bâtiments aux pâtures, qui entraîne une source d'alimentation différente. Elle est recommandée d'une durée d'à peu près 3 semaines. Et bien entendu, il est recommandé de mettre en pâturage des animaux qui ont déjà un état corporel correct. Il faut idéalement augmenter progressivement le temps de pâturage de manière à ce que les bêtes ne se, entre guillemets, jettent pas sur le pâturage de manière démesurée et que dans un premier temps, elles aillent pâturer au moment où elles ont déjà la panse un peu pleine. Et puis, on a aussi un changement lié au passage du bâtiment aux parcelles, puisque notamment, qui dit passage de bâtiment aux parcelles, dit plus de déplacement, donc plus d'énergie dépensée. Donc on peut avoir des animaux qui perdent un petit peu d'état corporel en arrivant, après être arrivés au pâturage.
La mise en pâture peut également être propice à des maladies vectorielles dont je vous ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Souvent, les moments de l'année où les animaux sont mis en pâture sont les moments où les activités vectorielles sont les plus importantes, donc le moment où les insectes sont les plus actifs et peuvent transmettre les maladies. Je vous ai parlé tout à l'heure de la FCO, de la MHE. C'est la situation des différents foyers cliniques déclarés de FCO, donc il y a plusieurs sérotypes dans les départements français entre le 1er juin et la semaine dernière. Je vous ai parlé également de la DNC, la dermatose tout à l'heure, qui est également une maladie transmise par les insectes. Bien entendu, une fois qu'on a vu tout ça, il y a tout un tas d'autres sources d'infestation pour lesquelles les vecteurs peuvent être les humains, avec les bergers, les vachers, les vétérinaires, les randonneurs, pour ne citer que. Le matériel, donc avec des transmissions possibles en déplaçant des véhicules, des couloirs de contention. Et puis, on peut également avoir des problématiques sanitaires dans la gestion des cadavres, voire des avortements qui peuvent avoir lieu dans les parcelles. Je vais passer la parole à Amélie pour la suite de la présentation. Je me présente, Amélie Vandal. Moi, je suis ingénieure au GDS du Puy-de-Dôme. Donc, faut que je rebranche. Oui. Moi, je vais reprendre la suite du coup sur les 2 prochains points, les 2 questions qu'on s'est posées en fait, qui se regroupent un peu. C'est quelles mesures concrètes on peut mettre en œuvre pour sécuriser la pratique de la transhumance, et en fait quelle organisation on peut mettre en place collectivement, parce qu'on parle bien d'estives collectives, pour améliorer les pratiques. Je me casse. Encore désolée pour la logistique. Donc en fait, sur les mesures à mettre en place et l'organisation collective, il faut distinguer en fait des maladies qui sont réglementées par l'État. Donc on peut citer en premier lieu la brucellose, la leucose et la tuberculose, où là en fait, pour pouvoir monter des animaux en estive, les qualifications sont obligatoires. On peut aussi parler d'IBR et de BVD, en fait, où là, on a pas également, en termes de gestion, des arrêtés ministériels qui indiquent clairement qu'il y a pas, on ne peut pas monter des bovins connus positifs, et des limitations de mouvement comme on a connu cet été, en fait, liées aux des crises ponctuelles comme la dermatose. Et en fait, dans ces cas-là, sur les maladies réglementées, le choix de ces mesures et la gestion de ces mesures revient à l'État via leurs antennes départementales, donc les DDPP. Et après, il y a tout ce qui est maladies non réglementées, donc on pourra en citer quelques-unes, la BVD, l'IBR, la baissmatiose, la FCO, où là, en fait, c'est des gestions qui sont soumises au bon vouloir des gestionnaires des pâturages collectifs, alors souvent en lien avec nos structures, les GDS. En appui, l'objectif des GDS, en fait, c'est pas de dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, c'est de faire des recommandations aux éleveurs. Après, chacun décide de ce qu'il peut appliquer dans le cadre de maladies non réglementées au sein de ces structures. Donc, ce que je viens de dire, c'est qu'en gros, on a chaque acteur à chaque niveau différent a son propre rôle à jouer dans la mise en place des mesures de prévention et de gestion. Donc, au niveau du responsable d'estive, donc c'est vraiment la personne qui gère l'estive collective, donc il peut mettre en place en fait un règlement sanitaire pour encadrer les risques, donc des choix de statut de troupeau, du dépistage, de la vaccination. Donc du dépistage avant de monter, en descendant, de la vaccination en amont de la montée, des éventuels traitements préventifs en fonction en fait des pathologies qui sont présentes sur les territoires, et prendre en compte aussi les stades de gestation des femelles, en fait, dans l'idée que faire des femelles qui mettent bas en estive, c'est quand même une pratique qui est toujours un peu plus à risque que de monter des animaux qui ne sont non gestants. Et après, voilà, le responsable estive, il est aussi responsable de l'entretien des clôtures, des points d'eau et de la désignation d'un vétérinaire référent qui pourra être appelé en cas de besoin sur l'estive. Alors, on voulait vous parler d'un exemple concret de mise en place de règlements sanitaires avec l'exemple de la Coptasa. La Coptasa, c'est une estive qui a été fondée en 1963 dans le Cantal, pour laquelle 190 éleveurs sont adhérents et qui, pour l'année 2025, ont permis à 3800 bovins de pâturer sur leurs différentes parcelles.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement sanitaire qui a été mis en place par les organisateurs, les responsables de cette estive collective, ont évolué au fil des années. Initialement, en 2009, les responsables de l'estive collective ont décidé de mettre en place un règlement au regard de l'IBR, en imposant l'utilisation de cette estive uniquement par des animaux connus négatifs en IBR. L'année suivante, un règlement a été mis en place au regard de la BVD. Donc, pour cette maladie, seuls des animaux connus non IPI, donc non porteurs du virus, sont autorisés à utiliser l'estive. En 2018, à nouveau concernant l'IBR, cette fois-ci, les responsables ont décidé d'imposer le fait que tous les éleveurs qui utilisent l'estive collective doivent avoir un cheptel qui est indemne au regard de cette maladie. Pour pouvoir mettre en place cette réglementation en 2018, ils ont commencé à travailler sur le sujet dès l'année 2015 et ils ont annoncé ce changement dès l'année 2016 pour laisser aux éleveurs le temps de se mettre en conformité avec ces différents statuts. Et puis, la dernière évolution réglementaire dans cette estive date de 2021 avec le fait qu'au regard de la best noachose, l'intégralité des animaux à partir de 10 mois doivent bénéficier d'un statut négatif au regard de la best noachose pour s'assurer que seuls des animaux non porteurs du parasite sont présents et ainsi limiter les possibilités de transmission d'un animal à l'autre à l'occasion de la pâture à la Coptasa. Pourquoi on a voulu vous montrer cet exemple? Parce que souvent, comme Amélie le disait, on essaye d'inciter les responsables à mettre en place un règlement sanitaire et qu'on s'oppose à tout un tas d'arguments parmi lesquels c'est compliqué, c'est difficile, etc. Bon, ben là, l'exemple de la Coptasa, 190 adhérents, presque 4000 bovins, montre que c'est possible quand on met en place les choses et qu'on travaille suffisamment en amont, que ce soit avec les adhérents ou avec l'exemple du GDS. Et pour compléter ce que vient de dire Delphine, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que dans un problème collectif, quand on a un problème collectif, en fait, la réponse est souvent dans le collectif. Donc, c'est qu'il faut aller chercher, et je pense que ça a fonctionné parce qu'ils ont discuté, ils se sont mis autour de la table. Et après, donc, pour revenir sur les différents acteurs, donc on a aussi les vachers, les bergers, donc ceux qui gardent les animaux au quotidien, ont aussi pleinement leur rôle à jouer en fait dans la mise en place de mesures préventives dans les troupeaux. Donc c'est l'isolement des animaux qui sont malades, demander aux éleveurs de redescendre certains animaux si vraiment on est sur des cas graves ou critiques. Une surveillance accrue des animaux, c'est ce qui a pu être le cas en fait dans les Savoies, notamment avec la dermatose. Parce que les éleveurs en fait et les bergers ont surveillé beaucoup plus que d'habitude, encore plus l'évolution des symptômes et avec leur rôle d'alerter. En fait, leur but c'est j'observe mes animaux. Si tout va bien, tout va bien. Si ça va pas, et j'alerte les éleveurs responsables, le vétérinaire référent pour qu'ils viennent me dire quoi faire s'il y a besoin de soigner, qu'ils viennent soigner. Toujours pareil, de bosser en lien avec les vétos. La tenue du registre sanitaire, parce qu'en fait, l'estive, physiquement, c'est pas l'exploitation, mais c'est la continuité. En fait, tous les problèmes qui peuvent être montés en estive, on va les retrouver sur l'estive, on va les retrouver à la descente. Donc en fait, l'estive, c'est vraiment cette continuité-là. Donc le registre sanitaire suit aussi tous les traitements qui peuvent être faits, doivent aussi être enregistrés, parce que ça peut avoir des impacts sur des délais viande ou sur des délais lait par rapport à de la consommation de produits. Et la gestion des cadavres, parce que comme l'a dit Delphine, on peut avoir des maladies transmises liées en fait à la présence de spores dans les cadavres qu'on peut revoir ressurgir les années suivantes. Les éleveurs en tant que tels, donc les détenteurs des animaux, donc c'est déclaration des mouvements d'animaux, dans le sens où pour avoir la continuité de la traçabilité, toujours, on a une traçabilité sur les exploitations. Déclarer les mouvements d'estive permet aussi d'avoir cette continuité de traçabilité des mouvements d'animaux, savoir qui est où, pour pouvoir agir en cas de crise. La vaccination ou le dépistage avant la montée, justement en fonction des problématiques et des choix des éleveurs, de dire collectivement on décide de monter de vacciner en fait les animaux contre la BVD avant de monter, afin d'être sûr de ne pas être embêtés à la redescente. Des éventuels traitements préventifs, je pense par exemple il y a certaines estives en ovin qui font des traitements préventifs GAL avant la montée. Éviter les mises bas en estive parce que c'est toujours plus risqué. Et vérifier le bon état des animaux avant la montée. Si je fais aussi le parallèle avec les petits ruminants, par exemple, il y a des estives qui demandent à ce que les brebis ne soient pas boiteuses avant de monter. Des fois, on disait biosécurité, c'est un mot qui peut faire peur. En fait, c'est souvent plein de petits gestes de bon sens que les éleveurs réalisent au quotidien, mais c'est juste un mot qui regroupe toutes ces mesures préventives
qui peuvent être mises en place dans les exploitations et sur les estives. Et au niveau des OPA, donc les GDS, les chambres d'agriculture, toute la structure professionnelle qui peuvent accompagner les éleveurs, nous, notre rôle, c'est de sensibiliser les acteurs, les responsables d'estives, les éleveurs. On peut organiser des réunions, faire des courriers d'information, c'est ce qu'on fait en fait au quotidien. Et on peut aussi, à la demande de certaines estives ou de certains responsables d'estives, en fait, aller sur un accompagnement plus poussé, en participant au conseil d'administration des estives et en proposant en fait des règlements sanitaires. Il y a des choses qui existent, qui se font déjà. On a plein d'exemples. L'exemple de Delphine, il y a des exemples dans le sud de la France, dans les Savoies, il y a des exemples un peu partout. Il y a des choses qui sont possibles à mettre en place et il faut pouvoir en discuter. Et en conclusion, donc ce qu'on voulait dire, c'est que l'estive, c'est vraiment la continuité. Donc c'est pas parce qu'on monte les animaux plus haut que la vie s'arrête. Donc c'est vraiment cette continuité-là. Donc tout le monde, tous les maillons sont importants pour pouvoir monter des animaux en bonne santé et surtout les redescendre en bonne santé. Pour que ça se passe bien collectivement, il faut vraiment, en fait, notre boulot, c'est d'inciter les éleveurs en fait à discuter du niveau de garantie souhaité sur leurs estives. C'est que c'est beaucoup plus acceptable pour les éleveurs d'avoir une règle si ça a été discuté et compris en amont. Parce que si c'est imposé, c'est beaucoup plus compliqué. Et après, en fait, toutes les mesures de gestion qu'on a pu vous présenter s'intègrent dans le schéma global de la biosécurité parce qu'effectivement, si vous avez des soucis en estive, souvent vous les retrouvez à la redescente. Si vous avez des questions. J'avais juste une petite réflexion. Je travaille en Savoie au service alpage de la Savoie. Je trouve que ce qui est important dans les collectifs, c'est la stabilité aussi des éleveurs au sein même des collectifs qui permettent de dégager une vision commune et notamment une vision sanitaire commune et progresser ensemble, quoi. Et on voit bien que ce soit le changement climatique ou les effets PAC dégagent parfois des effets d'opportunité. Je rentre, je sors d'un collectif et qui n'est pas toujours compatible avec les mesures de biosécurité et la constance qui est nécessaire. Ça, c'est la première réflexion. Et la deuxième réflexion, c'est que bien souvent, on a des règlements sanitaires. Nous, on accompagne les groupements pastoraux à développer des règlements sanitaires avec le GDS local. Et on se rend bien compte qu'au-delà du règlement sanitaire, c'est qu'on envisage assez mal le plan B opérationnel si l'éleveur ne peut pas monter. Qu'est-ce qui fait tes 50 vaches et où va-t-il chercher la ressource? Et là, on est un peu démunis, en fait, à ces endroits-là, pour lui dire, mon gars, tu montes pas, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et ça, il y a effectivement le règlement sanitaire qui doit s'appliquer, mais derrière, c'est quelle continuité d'accompagnement on est capable de proposer à Et c'est pour ça que moi je revenais sur l'importance de discuter en amont. C'est que dans ces cas-là, oui, effectivement, le plan B, on l'a pas toujours parce qu'on sait que c'est des pratiques qui sont vitales en fait dans la continuité des exploitations. Le plan B souvent n'existe pas. Hein. J'ai pas de réponse malheureusement à votre question sur comment. Une réflexion. Oui. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est à quoi on est confronté en fait. C'est ça. Mais c'est d'où l'importance aussi de rediscuter parce qu'un règlement sanitaire, c'est pas figé dans le temps. C'est que s'il y a besoin de faire évoluer les règles parce qu'il y a un adhérent du groupement pastoral qui éventuellement a un souci, et ça se discute. Je pense que le point clé, en fait, c'est vraiment la discussion entre les acteurs parce que sinon, au niveau d'acceptabilité, c'est compliqué. Et du coup, moi, c'est plus dur sur Savoie parce que ils vont chercher la valorisation au fort d'été. Donc, nous, on discute beaucoup, parce que c'est... Comme vous dites, c'est très très vital et en fait, il y a des enjeux terribles en termes économiques, quoi. Donc sur des génisses, on peut se débrouiller un peu sur les GP. On a fait pas mal de choses, mais le facteur limitant, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que s'ils peuvent pas monter les laitières, c'est chaud, hein. Donc en fait, on passe nos hivers à essayer de convaincre les GP de plus adhérer, de faire plus de choses, mais il y a ce frein qui est très très important de la valorisation. Et du coup, pour vous citer juste un exemple, je vous parlais de la Coptasa tout à l'heure, où en 2018, ils ont décidé d'imposer un statut indemne d'Ibère à l'intégralité de tout leur cheptel. C'est un travail qui a été mené en amont entre la Coptasa et le GDS, de manière à voir la faisabilité d'imposer cette réglementation. Et ce qui a été décidé, c'est que il y a certains éleveurs qui ont malheureusement pas pu se mettre en règle dans les délais impartis. Et là, la Coptasa avait fait le choix de réserver
réserver une petite parcelle aux 3 ou 4 éleveurs à part et de les mettre ensemble. Et ces éleveurs qui avaient une situation sanitaire au regard de l'Iber, mais ce n'est qu'un exemple, ont pu quand même pâturer parce que c'était le cas particulier des éleveurs qui n'avaient pas pu aller suffisamment vite. Mais sans ces conditions, effectivement, on a du mal à avancer. Et après, on est tout à fait conscient que les estives collectives sont aussi nécessaires à la vie des éleveurs et que s'ils y ont recours, c'est qu'ils n'ont pas d'autre solution. Parce que je pense que n'importe quel éleveur qui aurait suffisamment de pâturage n'utiliserait pas d'estives collectives s'il avait de quoi faire avec ses propres pâtures. On dit souvent que c'est la première question la plus compliquée, elle est passée. Ouais. C'est pas tellement une question, mais plutôt un témoignage que je voudrais apporter. Donc moi, je travaille aussi au GDS du Cantal. Et donc, ce que je souhaiterais dire là, c'est qu'en fait, faut pas hésiter, les groupements pastoraux, à vous rapprocher de vos GDS locaux pour essayer de réfléchir à la mise en place de protocoles sanitaires qui peut être adapté à la situation particulière de chacun. Mais en tout cas, je m'avance un petit peu, mais chaque GDS sont en mesure de pouvoir proposer des règlements qui sont vraiment adaptés à la situation de chacun. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre GDS. Et même pour compléter ce qui a été dit, même sans forcément vouloir mettre en place un règlement sanitaire, rien que de solliciter les GDS pour avoir des informations sur telle ou telle maladie, ça peut être le début de la mise en place d'un règlement ultérieur. Oui. À propos de la contamination entre animaux sauvages et animaux domestiques, le projet Life Adapt, vous pouvez le voir en Internet, a développé un système qui se maintient à la lumière du soleil avec des plaques solaires dans laquelle peuvent entrer que les animaux qui ont un bouclage. Donc, que les animaux domestiques peuvent entrer et les animaux sauvages ne peuvent pas entrer pour l'abreuvage. Alors, vous pouvez le voir dans le projet Life Adapt. De rien. On ne manquera pas d'aller nous renseigner. Et pourquoi pas le proposer? Pourquoi est-ce que vous mélangez les animaux? Oui. Est-ce que ça m'étonne? Moi, je travaille dans beaucoup de pays. Généralement, on monte son propre... on prend une zone et là, on reste avec son troupeau. On ne mélange pas. Surtout, c'est une des choses qu'on ne fait pas pour des raisons sanitaires. On n'est pas le Il est fou. Alors, en fait, je pense que c'est tellement historique que je ne sais même pas si je serais capable de répondre à cette question. J'ai un bout de réponse. Après, c'est peut-être très spécifique au Puy-de-Dôme, mais on a, nous, sur le département, on a des estives qu'on appelle des sectionaux. Des estives sectionaux. En fait, c'est des estives où tous les éleveurs qui sont installés sur la commune ont le droit de pâturer. Ça appartient aux communes et en fait, non. Et du coup, effectivement, c'est des estives, autant sur des estives privées, entre guillemets, où on a pu avancer. On a beaucoup parlé d'Iber parce que la réglementation a beaucoup évolué ces derniers temps en France et ça a forcé beaucoup de choses, ça a dû avancer vite. Nous, par exemple, en Iber, ça a été très compliqué sur ces parcelles-là parce qu'on avait des cheptels positifs, des cheptels indemnes. Et les cheptels positifs voulaient monter quoi qu'il en coûte parce qu'en fait, ils en ont besoin. Ils en ont parlé de besoins vitaux. Ils en ont besoin pour faire manger les animaux l'été et on ne peut pas leur refuser l'accès. Oui, bonjour. Donc, Laurent Bouscara, je m'occupe de la Coptasa. La structure a été citée. Juste pour répondre par rapport pourquoi on mélange des animaux, parce que c'est une pratique
déjà qui est présente depuis longtemps. Hein. Si on prend l'exemple de la Coptasa, la structure collective a été créée en 63, donc c'est une structure donc, qui a du vécu. Ben, tout simplement, c'est pour répondre à un besoin du territoire. Les collectifs, c'est un plus, puisque ça permet de valoriser des territoires en faisant des économies sur la main-d'œuvre, en faisant des économies sur la ressource, par exemple la ressource en eau. Quand on a une structure collective, eh bien, on peut adapter les aménagements plutôt que d'avoir des surfaces qui sont gérées individuellement où chacun aura à faire des investissements. Donc, on mutualise des investissements, on mutualise aussi des personnes pour assurer le gardiennage. Et donc, ça, c'est la plus-value de nos territoires pastoraux, de pouvoir, à côté des surfaces gérées individuellement, d'avoir des estives collectives qui mettent en valeur ces territoires. Donc, en effet, quand on mélange les animaux, excusez-moi, j'ai pas participé à toute la présentation, mais sans doute ce message a été passé. C'est que quand on mélange les animaux, en effet, on augmente les risques sanitaires. Mais aujourd'hui, il faut dédramatiser tout ça. On arrive à les maîtriser. La Coptasa, c'est le cas, puisque quand même ces dernières années, on n'a pas trop de soucis sanitaires. On n'a pas du tout de soucis sanitaires, liés au mélange des troupeaux. Donc, en travaillant sur des règlements sanitaires, on arrive à maîtriser ce risque. Et en effet, il faut se faire accompagner par des professionnels, par le GDS. Mais c'est une pratique qui est ancienne et qui, sur certains territoires, se développe. Voilà. Juste pour compléter, en cas sur les Savoies, le troupeau, c'est aussi une mutualisation. C'est une mutualisation de moyens qui permet aux éleveurs de se dégager du temps sur leurs exploitations pour assumer d'autres tâches pendant l'été, quoi. Et je crois qu'il n'y a pas seulement on va chercher de la surface ailleurs, il y a aussi des mutualisations qui sont assez efficaces et qui ont prouvé leur efficacité dans le temps. Bon, ben du coup, si vous n'avez plus de questions, il nous reste à vous remercier. Et voilà, le message à retenir, ben, c'est peut-être que les GDS se tiennent à votre disposition localement pour vous renseigner ou vous accompagner. Ouais. C'est une petite suggestion, comme il y a des étrangers, d'utiliser un peu moins d'abréviations, parce que moi, tous les GPS, GDA, je sais pas ce que c'est. On n'a pas souvent l'opportunité d'intervenir pour des intervenants internationaux. Bonne fin de journée.